Hello à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Melstock. Alors je suis super contente, donc aujourd'hui on fait un épisode avec une entrepreneuse, une maman, une coach, enfin bref, un peu tous les adjectifs pour qualifier du coup Pauline Barre qui est à côté de moi, fondatrice donc de Working Moms. Donc pour les gens qui ne connaissent pas de Working Moms, c'est une entreprise qui booste la carrière professionnelle des femmes qui ont des enfants. Donc merci beaucoup Pauline d'être avec moi sur Melstock. Merci à toi Mel pour cette invitation ici à Station F. Exactement, donc on est dans ce super cadre et tout. Et donc voilà, pour les personnes qui viennent juste d'arriver sur la chaîne, Melstock c'est un talk show qui met en lumière chaque semaine une entrepreneuse, un entrepreneur venu de tous les horizons. Et avec Pauline aujourd'hui on va discuter de son parcours, de ses challenges, du fait qu'elle soit une maman et une entrepreneuse, de ses tips pour améliorer votre page LinkedIn parce que c'est une influenceuse LinkedIn. Voilà, plein de conseils, cet épisode va être riche, donc restez avec nous jusqu'à la fin. Let's go! Donc ma première question Pauline, déjà les personnes qui ne te connaissent pas, donc tu es maman et entrepreneur, on entend souvent tu sais le terme mom entrepreneur. Oui, exactement. Comment tu définis ça pour toi, mom entrepreneur? Parle-nous un peu de toi justement, de te lancer dans cette vie d'entrepreneur. Oui, alors je pense que ce terme en fait de mompreneur ou mom entrepreneur a été inventé parce que c'est effectivement un moment charnière dans la carrière des femmes, le fait d'avoir des enfants. Et en fait, c'est un moment où les femmes vont être confrontées à énormément de choses, beaucoup de questionnements en fait personnels et professionnels. Et il se trouve que finalement, l'entrepreneuriat en fait peut intervenir à ce moment-là parce que là, on se dit comment faire pour tout concilier. Exact. Et du coup, avec l'entrepreneuriat, on a beaucoup plus cette flexibilité, le fait de redevenir actrice de sa vie à 200%, de se lancer dans des projets en fait qui font sens pour nous, de se lancer dans des projets où on a vraiment en fait un impact complètement énorme, où on peut décider vraiment quelle voie on veut aller, vers quelle personne on veut toucher, etc. Puis qui laisse aussi la flexibilité finalement de s'organiser aussi dans sa vie de famille. Exactement. Et du coup, alors nous on est un peu curieux de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ce chemin de l'entrepreneuriat. Finalement, ça a été quoi ton déclic? Et pour les gens qui nous regardent, tu faisais quoi avant de te lancer? Voilà. Alors donc c'est un petit peu un virage à 360 degrés parce que pendant 15 ans, j'ai travaillé exclusivement dans des très grands groupes, donc dans des multinationales et organisations internationales. J'ai commencé ma carrière, j'ai travaillé chez L'Oréal, chez Natixis. À un moment, j'étais chez Total à Philadelphie. Ensuite, je suis allée en Suisse pour travailler chez UBS, donc une banque suisse pendant des années. Enfin, j'étais à l'UNICEF, donc une agence des Nations Unies, en tant que fonctionnaire international, en tant que business analyst. Et donc, c'était une énorme décision parce que, en fait, il se trouve que c'était quand même un boulot que j'adorais, en fait, qui faisait vraiment sens pour moi. Mais je voulais encore plus. Je voulais encore plus de terrain, encore plus d'actions concrètes et encore plus de liberté de m'organiser aussi pour ma vie perso, pour le sport. Je voulais reprendre le sport à relativement haut niveau. Et du coup, alors comment était venue cette idée de lancer The Working Moms finalement? Parce qu'on voit que tu avais une carrière quand même tout tracée, un bon poste, etc. Exactement. Chez UNICEF. Pourquoi avoir décidé de tout quitter pour lancer The Working Moms? Ouais, exactement. Surtout que c'était quand même dur de décrocher ce poste de fonctionnaire international. Donc je me suis battue pour ça pendant des années, jusqu'à avoir un contrat fixe en fait. Et donc c'était vraiment une énorme décision. Et c'est parti vraiment du fait que je me suis un petit peu interrogée sur ce que j'ai aimé faire, etc. Et je me suis rendu compte que tout mon temps libre, en dehors du sport, de ma famille, etc., je le passais en fait à fond à me renseigner sur toutes ces thématiques de conciliation, de vie privée, de vie professionnelle et comment en fait s'en sortent les femmes qui ont des enfants pour réussir à continuer à faire des carrières exceptionnelles. Et en fait, j'avais remarqué une petite faille un peu autour de moi. J'étais entourée de femmes super intelligentes qui avaient fait des très bonnes études, qui avaient des carrières qui décollaient dès le début. Et puis après, vers la trentaine, finalement, là, je me rendais compte, premier enfant, deuxième enfant, et à la hécatombe, parmi toutes ces femmes ambitieuses qui m'entouraient, alors en fait, soit leur carrière finalement stagnait, soit leur carrière s'arrêtait complètement. Après les enfants, exactement, donc soit elles s'arrêtaient. Donc en Suisse, c'est encore plus vrai qu'en France, les femmes s'arrêtent encore plus de travailler au moment où elles ont des enfants, parce que la politique familiale, on va dire, en France, permet quand même plus de concilier les deux. Et là, je me suis dit, il y a un différentiel. La carrière des papas continue, exponentielle, grimpe, aucun problème. Qu'ils aient un enfant, 2 enfants, 3 enfants, finalement, ça n'a pas d'influence. Ouais. Pourquoi ça en aurait pour les femmes? Je me dis, il n'y a pas de raison. On va prendre l'exemple, comment font les hommes aussi pour réussir finalement à concilier ces vies et pour y arriver aussi et avoir une carrière professionnelle passionnante. Et je pense que c'est d'autant plus important justement pour montrer l'exemple
à la nouvelle génération, à ses enfants, que oui, c'est possible et que maintenant, en 2020, on peut y arriver, quoi. Exactement. Et du coup, ça a été quoi aujourd'hui? Enfin, si tu nous dis un peu les étapes aussi de ton projet, aujourd'hui, tu en es où? Il y a combien de femmes que tu aides justement à booster leur carrière? Comment tu as construit cette entreprise au fil du temps? Oui, alors donc maintenant, ça fait 1 an et demi que j'ai créé mon entreprise. Alors la façon dont j'ai commencé en fait par des événements, donc carrément des événements physiques. Donc voilà, il se trouve que comme je suis à Genève, des événements physiques à Genève pour justement permettre aux femmes d'oser. Alors c'était des trucs un peu fun, événements, voilà, cabaret aussi, ce genre de choses. Ou alors on a fait aussi une soirée dégustation chez une vigneronne où il y avait toute une partie où elle nous expliquait son métier. Et puis ensuite, on partageait ensemble des expériences, tout ça pour se motiver, pour y arriver, etc. Donc là, en fait, ça m'a déjà permis en fait, d'avoir des dizaines de femmes en fait, qui m'entourent. Donc je tenais quand même à rémunérer l'activité depuis le début. Je ne voulais pas que ça soit une association, je veux en faire mon boulot à plein temps. Donc tous les événements étaient payants en fait, avec quand même un gros ticket d'entrée. Donc les femmes ont suivi et du coup, je suis hyper contente. Je voulais que ça soit de qualité aussi, donc on avait des intervenantes qui nous formaient aussi. Voilà, quand on faisait ces genres d'ateliers pour oser, tout ça, on avait des professionnels aussi. Du coup, ça a été en fait le début de l'activité et très très rapidement, on va dire même dès le début, dès les 2 premiers mois, j'ai développé l'activité en fait de programmes d'accompagnement pour les femmes, donc de programmes d'accompagnement personnalisés. Et donc j'ai pu aussi accompagner des dizaines de femmes au cours de ces 1 an et demi en fait en one-to-one pour justement dans le cadre de reconversion professionnelle, dans le cadre de retour à l'emploi après une pause pour les enfants, dans le cadre de développer son ambition professionnelle et sa carrière même à l'interne en fait de l'entreprise où on est. Remise en forme également, comme je suis beaucoup axée sur le sport. Et je pense que c'est un truc fondamental en fait pour les femmes, pour leur permettre de tout concilier, pour retrouver son énergie après les enfants. Et en fait de quand même commencer par se centrer sur toi, sur ton énergie et voilà, sur ta vitalité, ton sport, c'est ce qui va te permettre de réussir à tout concilier. Parce que c'est souvent ce que en fait, les femmes abandonnent en premier, leur propre sortie, leurs activités physiques, etc. Et de remettre ça au centre, ça permet en fait de remettre toutes les pièces du puzzle. Et du coup, justement, là, on voit que tu accompagnes quand même pas mal de femmes. Comment toi, tu fais au quotidien aussi pour toi, en tant que maman, te recentrer aussi sur toi, dans le sens où tu aides quand même beaucoup d'autres femmes. Est-ce que tu as du temps, justement? Comment tu t'organises? Oui, exactement. D'autant plus que là aussi, je suis en train de lancer aussi une activité un petit peu en parallèle parce que j'ai beaucoup de demandes, donc auprès des startups ou même des plus grandes entreprises, d'intervenir en tant que consultante pour aider les entreprises à être plus performantes grâce à une meilleure gestion de la parité et de la parentalité au travail. Donc du coup, comment concilier les deux? Alors finalement, dans mon organisation, dans ma semaine, je vais déjà commencer par tous les rendez-vous en fait, clients qui vont être fixés. Et donc ça, ça va déjà structurer une bonne partie. Et ensuite, il va y avoir une deuxième partie de mon travail qui va être en fait tout un travail de fond, de préparation. Donc là où je suis plutôt seule, on va dire. Donc ça, je suis assez flexible, je peux le faire un petit peu n'importe où. Les rendez-vous clients, je dois prévoir en fait physiquement les déplacements. Ensuite, il y a ce travail de fond là. Et après, j'ai aussi un travail qui me prend quand même beaucoup de temps, mais qui est très utile. C'est tout le travail de contenu sur les réseaux sociaux. Exact. Voilà. Et alors là, je dirais que c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Pour ma part, je dirais que peut-être j'y passe à peu près 2 heures par jour voilà, sur les réseaux. Donc que ça soit moi-même à préparer le contenu, à m'inspirer aussi du contenu d'autres personnes sur LinkedIn, à faire des contacts, à échanger par message, en commentaire ou en message privé, etc. Voilà, ça c'est vraiment aussi une grosse partie de mon travail qui me permet vraiment d'être en contact direct avec les femmes, avec les entreprises, avec les startups qui sont intéressées par ces thématiques de parité. Et ça me permet vraiment de faire beaucoup de rencontres professionnelles clés pour le développement de mon entreprise. Exact. Et du coup, tu m'as fait ma super transition coup pour les réseaux sociaux. Oui. Justement, je pense que les personnes qui nous regardent aujourd'hui, ou même des mamans qui peuvent nous regarder, se disent peut-être moi ma place c'est pas forcément sur LinkedIn ou c'est pas forcément les réseaux, je suis pas très réseau friendly comme on dit. Quels sont tes conseils aujourd'hui pour une personne qui veut développer sa marque, son image de marque, son branding, notamment sur LinkedIn, parce que tu es une influence LinkedIn? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
Comment toi t'as fait? Ouais, exactement. Bah, justement, en fait, c'est vraiment tout à fait ce qu'on travaille en fait de façon prioritaire avec les femmes que j'accompagne. C'est vraiment la présence sur les réseaux et donc LinkedIn, parce que je trouve que les femmes sont encore sous-représentées sur LinkedIn. Le pourcentage est quand même encore un petit peu majoritairement masculin. Pour les femmes, vraiment, c'est l'occasion de se mettre en valeur, de mettre en valeur leur profil et de mettre en valeur en fait leur expertise via le contenu qu'elles vont pouvoir publier régulièrement chaque semaine. Donc c'est quelque chose que je pousse d'autant plus pour les femmes qui sont entrepreneurs. Mais pour les femmes que j'accompagne qui veulent en fait juste évoluer dans leur poste, dans d'autres domaines d'activité, mais même en tant que salarié, en fait, il y a un énorme potentiel également parce que voilà, ça permet de montrer en fait toute son expertise qu'on ne peut pas montrer juste sur un CV en fait classique, CV lettre de motivation. Ok, et comment est-ce qu'on pourrait commencer aujourd'hui à créer du contenu sur LinkedIn? C'est quoi ton conseil pour les personnes qui n'ont pas du tout de profil, etc. Par où est-ce qu'elles Voilà, donc il y a 2 étapes, comme tu le dis. Il y a l'étape du profil, donc ça c'est quand même relativement statique. Bien sûr, il faut l'actualiser un petit peu. Mais bon, en gros, c'est remplir toutes les catégories de son expérience professionnelle, de sa formation, etc. Ne pas hésiter à mettre un petit peu des liens, on va dire, vidéo ou des articles qu'on a publiés, etc. dans les catégories un petit peu médias. Après, donc, toujours lié à ce profil, il va y avoir le fait de mobiliser son réseau. Donc déjà, toutes les personnes à qui on a travaillé, voilà, le côté collègues, clients, fournisseurs, pour déjà avoir une petite communauté en fait dès le début. Et cette communauté ensuite va s'élargir au fur et à mesure qu'on publie le contenu. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et donc, à savoir vraiment faire un travail de préparation, de savoir sur quel sujet on a envie de s'exprimer et on est légitime de s'exprimer. Et quelle expertise en fait on veut démontrer dans son domaine. Et donc là vraiment de trouver sa propre, d'exprimer sa personnalité. Et ça c'est très très important. Donc bien sûr on peut s'inspirer de ce que font les autres, etc. Mais je pense vraiment de garder son authenticité. De garder son authenticité et ses spécificités. C'est-à-dire que chaque personne a une histoire qui lui est propre. Chaque personne a eu des expériences qui lui sont propres dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Et en fait de combiner ces expériences-là pour aider aussi les autres, apporter une valeur ajoutée à sa communauté en partant de son histoire personnelle et en fait en partageant ses histoires et en aidant en fait des personnes dans sa communauté. Exact, et on sent vraiment d'ailleurs pour les personnes qui ne suivent pas encore Pauline, il faut la suivre sur LinkedIn, on sent vraiment le côté authentique et vraiment sincère, original aussi de ton contenu en fait. Oui, alors moi je suis vraiment quand même très spontanée dans ma création de contenu et en fait je parle en fait beaucoup avec le cœur et en fait voilà, je suis quelqu'un comme ça. C'est ça qui marche aussi. Et je pense que c'est ça qui marche aussi. Quand j'étais à l'UNICEF, on me surnommait Vocal Lady. C'est vrai. Et effectivement, ça détonnait un petit peu dans ce milieu en fait très diplomatique et voilà très feutré et tout ça. Où finalement, j'avais quand même toujours quelque chose à dire. Je n'avais pas la langue dans ma poche. Et parce que j'aime pouvoir m'exprimer au nom des autres aussi. Donc voilà, je travaillais pas mal avec Staff Association et tout ça pour pouvoir en représenter aussi tous les salariés. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît profondément. Et deuxième question du coup dans la même lignée par rapport pour aider les personnes qui nous regardent, tu sais, c'est vraiment le sujet de la confiance en soi. Oui. Quand même, tu es une personne qui dégage beaucoup de confiance en toi et du coup ça se ressent, je veux dire, tu vois, tu as l'air vraiment sûre de tes décisions. Je pense qu'il y a, dans la vie d'entrepreneur, il y a beaucoup de doutes, etc. Bien sûr. On est souvent, il y a le syndrome de l'imposteur aussi, on ne se sent pas vraiment à sa place. Quels sont tes conseils pour les personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles? Comment toi, tu as réussi à gagner cette confiance en toi aujourd'hui, tu vois, qui te permet justement de t'exprimer, de partager tes idées? Alors je dirais que en fait, ça vient vraiment en passant à l'action. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, éviter de trop réfléchir, à se poser des questions, à dire j'ai confiance, j'ai pas confiance. En fait, se dire j'y vais quoi. J'ai envie de faire quelque chose, j'y vais, je teste, je contacte les personnes que j'ai envie de contacter qui vont être clés pour la réussite de mon projet. Je vais en parler autour de moi, je vais me lancer dans la vidéo, dans les articles, etc. Et en fait, c'est vraiment ce passage à l'action qui permet au fur et à mesure et chaque action va consolider cette confiance en soi. Je pense que c'est pas forcément inné, on l'a pas d'un coup comme ça avant de se lancer. Moi-même, il y a 1 an et demi, je me disais j'ai travaillé que dans des multinationales, est-ce que je suis capable d'avoir ma propre entreprise? T'as vu ce petit doute aussi un peu. Forcément, parce que je me suis dit, je partais, c'était complètement nouveau. Et donc aussi, ce qui a été clé, donc le passage à l'action et donc l'entourage, le réseau. Donc moi, je me suis tout de suite en fait rapprochée d'un réseau de femmes entrepreneurs en Suisse romande. Et là, c'était incroyable parce qu'on est toutes confrontées aux mêmes problématiques de la création d'entreprise, du marketing digital, de sa communication, de comment gérer sa clientèle,
etc. Et donc de partager en fait les mêmes expériences avec des gens qui passent par ces étapes, ça aide énormément parce qu'en fait on se rend compte que c'est juste aussi de savoir comment faire et on peut le faire en fait. Et ce qui est aussi assez décisif, c'est je dirais de s'entourer de personnes qui sont un petit peu en avance. Par rapport à soi, par rapport à son processus. En termes de business, tu veux dire Voilà, en termes de business, quand on vient de créer sa boîte, c'est bien aussi d'être entouré de personnes qui l'ont créée depuis peut-être 2 ans, par exemple, parce qu'elles sont passées par toutes ces étapes d'une façon suffisamment rapprochée pour encore se souvenir de tout ce qu'elles ont traversé. Et en même temps, elles ont déjà le recul de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose qui aide aussi énormément. Super, c'est des top conseils. Et du coup, dernière chose. Pour la confiance en soi. Alors de mon côté, la confiance en moi, je l'ai retirée énormément des personnes que j'ai accompagnées, des personnes donc, qui sont venues à mes événements, des personnes que j'ai accompagnées en coaching, en one-to-one ou des entreprises avec lesquelles je travaille. Et c'est vraiment en fait le feedback de ces personnes-là qui me pousse à avancer. Voilà, à chaque fois, quand une femme retrouve un emploi après plusieurs années d'arrêt et que je la vois avec ce sourire énorme et que je la vois bien dans sa peau et que je vois le changement physique, même le changement de posture, le changement de la façon dont elle va se présenter, s'exprimer. Et voilà, pour moi, ça me donne toute la confiance du monde en fait. Waouh, trop bien. Et du coup, alors Pauline, on est aussi un peu curieux de savoir du coup quels sont aujourd'hui actuellement tes challenges, quelles ont été peut-être les erreurs que tu as pu commettre toi aussi en tant qu'entrepreneuse, vous avez 1 an. Est-ce qu'il y a des conseils, des choses que tu veux nous partager aujourd'hui? Oui, alors je dirais que pour le début, effectivement au tout début, je ne savais pas forcément quelles étaient les priorités, etc. Je me suis dit par exemple, il me fallait un site internet. Voilà, et donc c'est vrai que la grande question du site. Et donc j'ai passé quand même, ça prend énormément de temps. Donc j'ai travaillé avec quelqu'un, donc on était quand même à 2. J'avais un spécialiste qui s'occupait de ça, mais on a vraiment travaillé main dans la main. Je me suis beaucoup impliquée sur le projet, donc ça c'est bien parce que j'ai appris énormément. Par contre, je dirais peut-être avec du recul aujourd'hui, c'est pas forcément la priorité. En fait, on peut se lancer sans site internet parce que c'est quelque chose qui va prendre quand même des semaines si on n'est pas expert là-dedans. Donc maintenant aussi, il y a les landing pages qui finalement sont beaucoup plus rapides que des sites internet, donc je conseillerais plutôt d'aller vers ce genre de choses. Et encore, c'est pas du tout primordial d'avoir le site internet tout de suite dès le lancement de son activité. En fait, mieux vaut tout de suite en parler, vraiment trouver un réseau physique et un réseau digital pour vraiment commencer déjà tout de suite à pratiquer son activité et son expertise. Trop bien, bon top. Et dernière question du coup, quels sont tes futurs projets du coup pour The Working Moms? Ta vision un peu de tes next steps. Voilà, alors next step, du coup on est aujourd'hui à Station F à l'événement Think Bigger et justement j'aimerais maintenant au bout de 1 an et demi, donc je n'ai pas d'employé actuellement, je travaille plutôt avec des freelances mais justement là pour la 2e année, l'objectif ça serait même de trouver un associé. Trop bien. Voilà, de trouver un associé qui ait en fait déjà l'expérience d'avoir développé une start-up de 1 personne à 20 personnes par exemple et qui est vraiment aussi ce gros côté business développement pour faire vraiment un développement à grande échelle en fait. Ça serait l'idéal et du coup pour qu'on construise ensuite une équipe ensemble. Trop bien, à bon entendeur, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un derrière la caméra. Exactement. Un futur associé pour The Working Moms. Donc les candidatures masculines sont les bienvenues parce que vraiment dans l'idéal, et je crois énormément à ça, je voudrais vraiment une entreprise mixte. Je pense que c'est les entreprises qui fonctionnent le mieux et même avec une entreprise après The Working Moms, d'avoir un homme associé, c'est hyper puissant. Alors je voudrais aussi des femmes bien sûr, mais alors à ce moment-là peut-être finalement ça serait 4 associés parce que je voudrais vraiment la parité. Donc un homme et une femme ou 2 hommes et 2 femmes en tant qu'associés et après avoir cette mixité aussi au niveau de toute l'équipe en fait. Yes, trop bien. Merci beaucoup Pauline. On va enchaîner sur le Mail Stop Challenge. Wow. Donc c'est 3 petites questions qui sont un peu différentes du côté purement business. Donc on est curieux de savoir, Pauline, qu'est-ce que tu fais en dehors justement de tes coachings, etc. Quel est ton passe-temps favori, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai dit en fait c'est beaucoup le sport quoi. Moi c'est le numéro 1. Okay, alors le sport, et donc pour te dire un petit peu une petite anecdote, il s'est trouvé que le 1er janvier, j'étais à Miami. Et j'ai couru avec un homme qui s'appelle Raven et qui court depuis, alors je crois que c'est depuis 35 ans, tous les jours
au même endroit, à la même heure, donc à Miami. Il part du même point en fait sur la plage et il court 8 miles, donc ça fait environ 13 km. Et il n'a jamais manqué une seule séance, malgré tous les ouragans qu'il a pu avoir, malgré le fait quand il a été malade, etc. Et donc là, je me suis dit, en fait, ça m'a inspiré énormément. Je me suis dit, bon, faire exactement la même chose tout le temps au même endroit, ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, avoir cette habitude de faire du sport tous les jours, ça, je trouve ça incroyable. Et en particulier, de faire du sport avec d'autres personnes. Donc, j'ai aimé le fait qu'on se rencontre. Vous avez couru ensemble, du coup ? On a couru ensemble avec tout un groupe, en fait, tous les jours, finalement. Il invite les gens à le rejoindre. Et je me suis dit, voilà, moi, ma résolution pour 2020, ça va être de faire du sport tous les jours. Et alors, on se dit, comment faire dans la réalité ? Alors, moi, le 13 km par jour, ça ne me convenait pas dans mes envies et puis les possibilités. Mais je me suis dit, tout le monde est capable de faire du sport tous les jours, ne serait-ce que 5 minutes. Et finalement, mon grand-père, qui était pilote de ligne, en faisait également jusqu'à 90 ans. Et en fait, juste même 5 minutes, ça suffit. Donc, je me suis dit, les jours où j'ai pas le temps de faire du sport, de faire vraiment ma séance, mon cours de danse, etc., je vais juste en faire 5 minutes à fond. Donc, j'ai des petits exercices comme ça que je peux faire au cas où. Et en fait, qu'on peut faire n'importe où. Donc, j'ai des exercices même debout si j'ai pas de place pour mettre un tapis de sol, etc. Et de faire ces 5 minutes à fond et de le faire tous les jours, toute ma vie. Et donc, j'encourage beaucoup les gens à me rejoindre dans ce challenge sportif. Et en fait, on voit toute la différence après au niveau de son bien-être, de son rapport aux autres. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, ce que je me suis dit, c'est aussi de partager cette expérience avec d'autres personnes. Donc, j'ai beaucoup de gens qui me contactent aussi, des fois pour des cafés, tout ça. Donc, en fait, je ne prends pas vraiment de café, sinon je ferais que ça dans ma journée. Du coup, je garde un peu tous mes lunchs et mes cafés pour les rendez-vous clients. Et du coup, pour le networking, ce que je propose, c'est en fait de me rejoindre dans une séance pour faire du sport. C'est top. Exactement. Donc, avec l'été qui arrive, je vous invite à me rejoindre à faire du paddle sur le lac à Genève. Donc, en fait, je teste plein de choses. Et en fait, c'est une très, très bonne occasion de rencontrer du monde. Et donc, à Miami, par exemple, sur la plage, j'ai rencontré, en fait, je vois une femme qui était assise comme ça à côté, qui regardait dans l'espace un petit peu fitness, dehors sur la plage extérieure. Et donc, je suis allée vers elle et je lui dis, écoute, moi, je veux faire les barres parallèles, mais de les faire toute seule, c'est moins motivant que de le faire à deux. Alors, ce que je propose, c'est qu'on le fasse ensemble. Et on a fait du sport ensemble, toutes les deux. Et en fait, je me suis rendu compte que je tiens 2 fois plus longtemps quand je le fais avec quelqu'un, que c'est beaucoup plus motivant. Exactement. Ok, top. Deuxième question, quel est ton péché mignon ? Est-ce que tu as un péché mignon que tu veux partager avec nous aujourd'hui ? Ah oui, péché mignon. Alors celle-là, j'avais pas pensé. Le péché mignon. Un truc où là, on sait que on peut piquer Pauline à cet endroit-là. C'est son péché mignon. Ah ouais, alors moi, non, mon péché mignon, on va dire que c'est que je suis quand même très engagée. Ouais. Okay. Donc si tu veux me piquer à cet endroit-là, donc je suis très engagée pour les femmes. Okay. Et je peux te parler en fait d'un peu l'intelligence artificielle Gate que j'ai découvert il y a quelques jours. Okay. Et voilà, qui m'a vraiment bien remonté, mais qui me pousse à avancer pour faire changer les choses. Ouais. Alors il se trouve que c'est sur le premier réseau professionnel, sur LinkedIn, que j'adore par ailleurs. Et il s'est trouvé que j'ai découvert que en fait, dans le profil sur LinkedIn, tout en bas en fait, de son profil, il y a une catégorie sur laquelle on n'a pas la main, tout le reste c'est sa propre description. Donc en fait, l'algorithme va choisir 10 profils de personnes et les afficher sur ta page. Et il s'est trouvé que en fait, un prospect m'a contacté en me disant Pauline, ton profil LinkedIn est très très bien. Par contre, il y a quelque chose qui fait un petit peu tâche, c'est que tout en haut de ton profil, il y a des profils très douteux qui s'affichent. Et là, j'ai remarqué, en fait, souvent les gens qui connaissent vraiment bien le processus, en fait, ont remarqué que des fois, c'était leurs concurrents qui s'affichaient dans cette catégorie. Et donc, ils avaient la possibilité, en allant dans confidentialité de ça, de changer les critères pour cacher leurs concurrents. Mais donc, dans l'esprit des gens, ces 10 profils sont les concurrents, en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai regardé mon profil, je me suis dit, donc je suis tombée des nues en me disant qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que c'est comme ça. Et j'ai commencé à mener l'enquête. Et là, j'ai découvert que des millions de profils de femmes étaient touchés dans tous les pays du monde. Donc voilà, un homme au Sénégal m'a envoyé par exemple le profil d'une des plus grandes CEO du Sénégal qui avait que des masseuses dans son profil associé, dans les 10 profils. Donc plein de choses comme ça. Et donc je me suis dit, c'est terrible parce que pour des millions de femmes, c'est quelque chose de très très discriminant. C'est-à-dire que pendant des mois, un recruteur, il se dit, je vais
recruter un commercial ou une commerciale. Il va voir le profil LinkedIn, il voit tout le profil, après il voit les 10 photos. Et il se trouve que la femme va avoir des profils de co-girl, escort, etc. associés. L'homme va peut-être avoir des profils beaucoup plus lisses. Et donc, qu'est-ce qu'il va se dire? C'est louche, cette personne est peu recommandable, je jette le CV à la poubelle. Et donc finalement, l'impact, la discrimination qu'il y a eu derrière est complètement énorme pour les femmes. Et je pense qu'en étant réseau professionnel numéro 1, c'est inacceptable de laisser passer ce genre de choses. Et ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas vraiment été détecté avant. Donc je pense que personne n'a poussé l'enquête assez loin. Moi, de mon côté, je n'ai pas voulu me laisser abattre parce que, bien sûr, ça me touche personnellement, mais en plus, ça touche toutes les femmes que j'accompagne, puisque mon rôle, c'est de booster la carrière professionnelle des femmes. Et donc, le réseau social professionnel numéro 1 est quand même forcément dans ce que je recommande en premier pour les femmes. Trop bien, top. Et dernière question, Pauline, c'est sur quelle lecture en ce moment que tu voudrais partager avec nous? Quelle lecture? Donc moi j'aime beaucoup tous les bouquins pratiques et d'un côté et tous les bouquins de femmes de l'autre. Le bouquin de Sheryl Sandberg, je dirais en avant toute, vraiment parce que je crois énormément en cette motivation qu'ont les femmes entre elles de montrer des modèles et de se motiver les unes aux autres. Et je pense que c'est très important pour les femmes d'avoir des modèles en fait de femmes dans sa propre activité. Donc si on fait de la politique, d'avoir des modèles de femmes politiques, si on est dans l'entrepreneuriat, des modèles de femmes entrepreneurs, genre par exemple Céline Lazorte, de Litchi ou quoi, d'avoir en tête en fait ces modèles-là, de les rencontrer, de leur parler, d'échanger dans son propre domaine d'activité pour arriver à être comme elle et à faire évoluer la société au niveau de la parité. Exactement. Super. Merci beaucoup Pauline en tout cas pour ce super épisode. J'espère que vous avez tiré vraiment plein de conseils pour vous, votre carrière, votre business. Et du coup, pour les personnes qui sont intéressées pour contacter Pauline, on mettra les liens. Donc le plus simple pour vous, c'est quoi Pauline? C'est Alors je dirais numéro 1, donc s'il ne me supprime pas mon profil. Après le scandale que je vais vraiment les aider à résoudre. Donc c'est Pauline Barr, ça s'écrit tout simplement BAR, comme open bar, très facile à retenir. Donc contactez-moi sur LinkedIn, c'est le plus simple. Après j'ai mon site theworkingmoms.com également, donc c'est les deux canaux. Ok, super, merci beaucoup. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, comme je vous ai dit, on met les liens en description. Et moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de Men's Talk.